Alors maintenant, on va aborder la séquence suivante qui va être consacrée au sujet de l'égalité femmes-hommes et des violences conjugales. Alors, je suis très fière d'annoncer que là, nous aurons un panel 100% féminin et je suis certaine que notre grande invitée, la ministre de l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, sera ravie de voir que le panel est entièrement féminin. Et je voudrais en profiter pour saluer toutes les femmes qui sont engagées dans cette campagne. Les filles, bravo, je vous dis bravo parce que on manque parfois de femmes pour s'engager en politique. Ce n'est pas facile la politique. On prend des coups, je peux en témoigner. Et c'est pour ça que parfois, on a parfois une hésitation des femmes pour s'engager en politique. Alors, merci à tous d'être présentes. Nous aurions dû avoir ma collègue Amélia, mais vous savez, Amélia Lacrafi, qui est très engagée sur ces sujets pour les Français à l'étranger. Elle accompagne notre ministre Jean-Baptiste Lemoyne à Djibouti. Le ministre a terminé ses rendez-vous plus tôt et voilà qu'ils ont décidé de prendre l'avion plus tôt. Du coup, Amélia est dans l'avion. Mais Amélia nous a envoyé quelques vidéos. Et puis, nous avons, pour animer cette table ronde, cet atelier, nous avons Marie-Ange Rousselot, notre référence suisse, première des femmes à participer à ce panel après notre ministre. Et puis, Marlène Bouc, qui est notre référente pour la Grande-Bretagne et l'Europe du Nord. Mesdames, je vous passe la parole. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup Laure Emmanuel, ainsi que toutes les équipes du siège pour l'organisation de cette journée qui ne fait que confirmer l'intérêt que le mouvement porte aux Français de l'étranger et à nos prochains enjeux électoraux. Et je sais que tous et toutes, on s'en réjouit beaucoup. Donc dans le cadre de cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité et de l'égalité des chances. On regrette l'absence de Madame Amélia Lacrafi, qui, comme Anne a pu nous l'expliquer, n'a pas pu se joindre à nous à cause d'un changement de calendrier de dernière minute. Mais je me permets de remercier notre invitée de sa disponibilité et de sa participation pour venir échanger sur le sujet et des questions parfois difficiles de violence conjugale et de l'égalité homme-femme. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir accueillir Madame la ministre qui est particulièrement au fait des problématiques spécifiques aux Français de l'étranger, car elle en partage l'expérience. Pour revenir un peu sur son parcours, bien qu'on la connaisse, elle est née à Tarrafal au Cap-Vert. Elle est diplômée d'une maîtrise en droit des affaires de Paris-Est Créteil et d'un double exécutif MBA de l'ESSEC et de la Mannheim Business School en Allemagne, avant de devenir juge consulaire après une formation à l'École nationale de la magistrature. Elisabeth Moreno a passé l'essentiel de sa carrière en entreprise à la tête de grands groupes internationaux qui l'ont conduite aux quatre coins du monde. Elle comprend ainsi parfaitement les enjeux liés à l'expatriation, à la binationalité et de manière générale à la vie à l'étranger. Pour traiter le sujet, je suis également accompagnée de Marlène Debouc, référente pour l'Europe du Nord et candidate aux élections consulaires sur la liste En Marche Ensemble menée par Patricia Connell à Londres. Et je vais tout d'abord passer la parole à Madame la ministre pour une courte intervention d'une quinzaine de minutes avant de passer aux questions-réponses. Madame la ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Marie-Ange. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parfait, parfait. Je suis tout à fait ravie, évidemment, d'être avec vous aujourd'hui, et même si c'est virtuellement, parce que tout le monde rêve de pouvoir se déplacer et se retrouver, mais je pense que l'intérêt du numérique, c'est aussi de nous donner la possibilité de nous retrouver où que nous soyons de par le monde. Donc, je veux vous saluer toutes et tous chaleureusement et j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos familles. Je suis évidemment ravie aussi d'être avec vous parce que, comme Marie-Ange l'a dit, je connais bien la situation des Français de l'étranger puisque moi-même, j'ai été pendant longtemps dans ma carrière à l'étranger. J'ai travaillé sur les 4 continents et puis je sais les problématiques diverses et variées, mais aussi les joies et les plaisirs que l'on peut avoir à travailler et à vivre à l'étranger, parfois seul, parfois avec nos familles. Et puis, pour moi, c'était important aussi d'avoir ce moment d'échange avec vous dans la perspective des prochaines élections des conseillers français de l'étranger et des délégués consulaires qui auront lieu les 29 et 30 mai prochains. Mon propos introductif va être volontairement court pour qu'on puisse privilégier des instants d'échange tout à l'heure. Alors, comme vous le savez peut-être, et sans m'appesantir sur mon parcours personnel, eh bien, il y a un peu moins d'un an, lorsque Jean Castex m'a fait l'honneur de me proposer d'intégrer son
gouvernement. J'étais, comme vous, une Française de l'étranger. Je vivais alors avec ma famille à Johannesburg, en Afrique du Sud, où je travaillais pour un grand groupe privé, pour ne pas le nommer HP, pour lequel j'étais en charge du continent africain, mais aussi des territoires ultramarins. Et avant de devenir ministre, eh bien, j'ai en effet eu la chance, comme je vous le disais tout à l'heure, de travailler dans le monde de l'entreprise pendant un peu plus de 30 ans et de circuler, de voyager, de m'installer un peu partout. J'ai passé 2 ans au Maroc, 2 ans en Afrique du Sud et me voilà maintenant de retour en France. Et forte de ces expériences internationales où le professionnel se mêle forcément au personnel, eh bien, j'ai pu expérimenter les problématiques que vous devez les unes et les autres vivre aujourd'hui. Et ces problématiques touchent à la fois au domaine de la vie quotidienne, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit la fiscalité, mais aussi la sécurité. Et aujourd'hui, en particulier, eh bien, ce sont les enjeux sanitaires qui doivent préoccuper certains d'entre vous. Je pense aussi notamment au réseau des écoles françaises à l'étranger. Moi, je pense que c'est un atout inestimable. Je suis maman de 2 enfants et elles ont pu avoir la chance de bénéficier de ces magnifiques écoles lorsque nous étions à l'étranger. Je pense que l'école est un véritable creuset de notre soft power et c'est un instrument, je pense, tout à fait indispensable à notre rayonnement international et pour nous permettre de rester connectés avec notre culture. Et la France peut être fière de son réseau d'enseignement à l'étranger. Parce qu'il est animé évidemment par des acteurs publics, par des acteurs privés, par des acteurs associatifs qui travaillent de concert et qui font que tout cela fonctionne en bonne et due forme. Et ce réseau est composé de 522 établissements dans 139 pays dans le monde. Et donc, son attractivité ne se dément pas. Et je sais que c'est plus de 370 000 jeunes qui sont aujourd'hui élèves dans plus de 65%, dont plus de 65% sont français et ça vous donne une idée de l'attractivité de ces écoles parce que ça ne sont pas que les Français qui en profitent, mais également d'autres enfants issus de l'international. Et je pense aussi, bien entendu, à notre réseau diplomatique et consulaire. Vous le savez probablement, mais notre pays est doté du 3e réseau diplomatique mondial, juste après la Chine et les États-Unis. Et c'est un véritable service public pour tous les Français de l'étranger. Et j'espère que vous avez l'occasion de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Et c'est aussi un service public international que de nombreux pays nous envient. Je me souviens des discussions que j'avais avec certains d'entre eux parfois. Alors, dans un monde qui est en constante mutation et à la faveur de la triple crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons, eh bien, je crois que notre réseau consulaire important a été, par la mobilisation de ces agents partout dans le monde, d'une très grande importance pour vous qui êtes expatriés. Cette crise a, je le sais, engendré de nombreuses difficultés pour vous, qu'il s'agisse des problématiques d'éloignement, des problématiques de déplacement, de scolarisation, et maintenant, il s'agit de la vaccination. Et je veux vous le dire avec beaucoup de conviction, non, les Français de l'étranger ne sont pas des Français de seconde zone, bien au contraire. Et oui, les services de l'État dans nos postes diplomatiques sont à vos côtés pour surmonter ces périodes tourmentées qui n'épargnent aucun pays dans le monde. Et le nombre de Français de l'étranger a doublé en 20 ans pour atteindre maintenant 2,5 millions de personnes. C'est vous dire combien le réseau est vaste. Et parmi eux, 42% sont des binationaux. Vous pouvez être loin de l'Hexagone, mais je peux vous assurer que vous restez près de notre cœur. Parfois, il y a plusieurs fuseaux horaires qui nous séparent, mais vous n'en êtes pas moins des citoyens à part entière qui, face aux convulsions du monde, battent pavillon tricolore et contribuent à la promotion et au rayonnement de notre pays partout sur la planète. Et vous êtes probablement les meilleurs ambassadeurs que nous puissions avoir partout. Et pour toutes ces raisons, il convient de vous conférer une
place à la fois entière et tout à fait spécifique dans notre République. Et c'est ce à quoi s'emploie au quotidien Jean-Yves Le Drian, Jean-Baptiste Lemoyne qui était cité tout à l'heure, mais aussi les députés des Français de l'étranger tels que Camélia Lacrafi, qui ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui si j'ai bien compris, et tous les conseillers consulaires. Et dans ce cadre, eh bien, les élections qui viennent sont un rendez-vous important auquel je vous invite toutes et tous à participer, parce que les élus consulaires sont vos élus locaux, ils sont les traits d'union entre les Français de l'étranger que vous êtes et la France, entre le secteur public et le secteur privé, et c'est aussi les interlocuteurs de nos services diplomatiques. Et à ce titre, ils sont des maillons tout à fait indispensables à vos besoins de proximité, et c'est pourquoi ces élections sont importantes. Alors, avant de répondre à vos questions, permettez-moi de dire un mot sur les missions tout à fait névralgiques de mon ministère. Il s'agit de l'égalité entre les femmes et les hommes, et partout dans le monde, nous savons combien ce sujet est important. Et on se rend compte chaque jour combien l'égalité n'est pas acquise pour les femmes, mais c'est plutôt quelque chose dont on doit se battre pour l'acquérir, et ce, où que l'on soit dans le monde. Et malgré les progrès qui ont été accomplis grâce à l'engagement de personnalités politiques illustres comme Simone de Beauvoir, comme Simone Veil, comme Gisèle Halimi et d'autres femmes dans le monde, eh bien, on se rend compte que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est encore loin d'être achevé. Ce sont des inégalités auxquelles sont confrontées les jeunes filles et les femmes tout au long de leur vie, mais également les violences sexistes et sexuelles que de nombreux hashtags ont sorti de l'ombre ces dernières années nous montrent au quotidien l'ampleur du chemin qu'il nous reste à accomplir. Ces inégalités et ces violences se manifestent dans tous les interstices de notre société et ils ne connaissent pas de frontières géographiques, sociales ou culturelles. Alors, comment est-ce que nous pouvons accepter que 30% de nos concitoyennes aient déjà été harcelées ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail? Comment est-ce qu'on peut accepter que 40% des femmes entre 20 et 24 ans aient subi des comportements abusifs dans l'espace public, dans les rues de notre pays au cours des 12 derniers mois? Comment encore accepter qu'aujourd'hui, il y ait un écart salarial qui oscille entre 9 et 25% selon que vous soyez une femme et ou un homme? Comment accepter enfin que les femmes occupent les métiers en première ligne sur le front du combat de la crise sanitaire? Elles ont été présentes dans tous les métiers du soin, dans tous les EHPAD, elles ont été présentes dans l'éducation, dans la distribution, elles ont été présentes dans la propreté. On sait que ce sont des métiers qui sont très peu qualifiés, des métiers qui sont très peu valorisés, très peu rémunérés et reconnus socialement. Et c'est la raison pour laquelle nous devons leur apporter une attention toute particulière. Et c'est dans ce contexte que le président de la République, le 25 novembre 2017, a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause du quinquennat. Et c'est pour ça que 2 ans plus tard, à l'issue du Grenelle des violences conjugales qui a mobilisé 15 ministères aux côtés de nombreuses associations, le Premier ministre annonçait 46 mesures pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Et en novembre 2019, notre pays s'est engagé dans un véritable combat culturel pour éradiquer ce fléau des violences. Et ce sont des violences, rappelons-le, qui brisent non seulement des vies, mais qui brisent aussi des rêves et qui brisent des ambitions. Et c'est pour cela que nous devons toutes et tous nous en emparer et que c'est une question de société qui ne concerne pas seulement les femmes ou les filles, mais qui concerne toute la société. Et ce sont des violences aussi qui sapent les perspectives d'une vie heureuse et épanouie pour les personnes qui en sont victimes. Ce sont des violences qui sont l'exact contraire de l'ADN de notre République, dont l'égalité est l'un des ferments et l'un des idéaux. Et les violences face auxquelles notre société ne peut pas aujourd'hui, et plus que jamais, détourner le regard. Et je crois que le Grenelle des violences conjugales a jeté une lumière crue, mais nécessaire, sur un sujet qui est resté pendant très longtemps dans l'ombre. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Eh bien, je peux vous dire que nous continuons de nous battre d'arrache-pied pour que ces violences soient minimisées et que nous les fassions disparaître dans notre pays. Donc, 100% des 46 mesures du Grenelle ont été engagées.
priorités. Parmi celles-ci, eh bien, nous avons mis en place au cours des derniers mois le bracelet anti-rapprochement. Nous avons déployé dans toutes les juridictions de France ces bracelets anti-rapprochement. Nous avons mis en place ces modèles sur l'exemple de l'Espagne. Et avec Éric Dupond-Moretti, nous travaillons d'arrache-pied pour que les magistrats s'emparent maintenant de cette question pour que nous puissions protéger les femmes qui en ont besoin. Je pense aussi aux 18 centres de prise en charge et d'accompagnement des auteurs de violences qui ont vu le jour en 2020, parce que si nous traitons les victimes, il est également essentiel de traiter les auteurs pour faire en sorte qu'ils ne récidivent pas. Et c'est pour ça que nous avons lancé un deuxième appel à projet il y a quelques semaines pour avoir 30 centres de prise en charge des auteurs de violences d'ici la fin de l'année 2021. Et avec Emmanuel Vargon, nous avons également décidé d'augmenter de 60% le nombre de places d'hébergement pour accueillir les femmes qui sont victimes de violences, parce qu'à chaque fois que je rencontre des associations, beaucoup d'entre elles me disent qu'elles n'osent pas quitter le lieu où elles subissent ces violences parce qu'elles ont peur de se retrouver en situation de précarité et elles ont peur de mettre leurs enfants en précarité. Et c'est pour ça qu'il est important de leur trouver des endroits où elles puissent se sentir en sécurité. Donc, tous ces exemples pour vous dire que la lutte contre les violences faites aux femmes est une véritable priorité de ce gouvernement. Et ça n'est pas suffisant parce qu'en plus de la lutte contre ce fléau, eh bien, l'égalité entre les femmes et les hommes irrigue de nombreuses politiques publiques que nous avons déployées depuis 2017. Je pense là à l'index de l'égalité professionnelle qui a été créé par Muriel Pénicaud en 2018 et qui est maintenant porté par Elisabeth Borne et qui impose une obligation de transparence et d'action aux entreprises qui doivent chaque année publier de manière transparente les résultats et la comparaison de la situation entre les femmes et les hommes dans leurs entreprises. Et je pense aussi à la proposition de loi pour l'émancipation économique des femmes et leur émancipation professionnelle qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale vendredi dernier et qui est portée avec beaucoup de force et de détermination par Marie-Pierre Rixain et Christophe Castaner, le président du groupe majoritaire. Et je veux aussi penser, parce que ce sont des sujets importants, au paiement direct des pensions alimentaires qui a été mis en œuvre en début d'année, oui, c'est ça, en janvier 2021. Avec Adrien Taquet, les pensions alimentaires sont maintenant payées directement par les caisses d'allocation familiale. Et puis, je pense aussi à l'extension du congé paternité, parce que beaucoup en avaient parlé. Et maintenant, nous allons le rendre concret et réel à partir du mois de juillet de cette année. Et puis, je pense aussi, évidemment, c'est un sujet qui est sorti de manière exponentielle ces derniers temps. Nous avons 2 millions de femmes, au moins dans notre pays, qui souffrent de précarité menstruelle. Et c'est pour ça qu'avec Frédérique Vidal et avec Olivier Véran, nous avons décidé d'investir 5 millions d'euros pour accompagner ces étudiantes, ces collégiennes, ces lycéennes, ces femmes sans domicile fixe ou les femmes emprisonnées qui se trouvent, qui subissent ces problèmes de santé publique. Donc, vous le voyez, toutes ces mesures vont dans le sens de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elles sont portées non seulement par mon ministère, mais elles mobilisent l'ensemble du gouvernement ainsi que les associations et les entreprises qui sont de plus en plus engagées à nos côtés et je veux les en remercier. Et pour finir, je voudrais partager un dernier mot sur une actualité qui est tout à fait brûlante et qui vous concerne toutes et tous. C'est la tenue du Forum Génération Égalité qui aura lieu à Paris du 30 juin au 2 juillet et qui sera présidé par le président de la République parce que cette volonté que nous avons de lutter en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est portée de manière très volontariste au niveau national, mais elle est également portée au niveau international. Et 25 ans après la 4e conférence mondiale sur les femmes à Pékin, ce rendez-vous international majeur s'inscrit dans le droit fil des engagements qui ont été pris par les pays du G7 à Biarritz. Il s'agira d'un forum capital, je crois, pour l'égalité entre les femmes et les hommes et d'une occasion unique de faire converger nos engagements nationaux avec nos priorités internationales.
Et vous le savez, la crise pandémique a véritablement montré que la situation des femmes de par le monde est encore fragile, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et la France peut porter cet étendard de manière volontariste parce que nous avons beaucoup de choses à raconter. Mesdames et messieurs, je voudrais vous partager un proverbe portugais qui dit que la France est le cœur du monde. Et en vivant à l'étranger, vous avez emporté avec vous une partie de l'âme française. Et en vous présentant aux élections consulaires, vous participez à la fois au rayonnement de la France, mais aussi à la défense des intérêts de nos compatriotes. Je sais par ailleurs les élans de solidarité que vous avez dû déployer au cours de l'année 2020, en particulier sur laquelle la crise sanitaire s'est abattue sans prévenir. C'est une crise qui n'est malheureusement pas encore derrière nous et dont les répercussions pour vous qui êtes installés à l'étranger ont été parfois plus complexes qu'en France en raison notamment de l'éloignement de vos familles et de vos amis. Je voudrais donc vous rendre un vibrant hommage et vous remercier chaleureusement pour votre engagement. Je sais que je sais ce que ça signifie qu'être expatrié et je sais que l'importance des réseaux de solidarité et je vous souhaite donc à toutes et à tous bonne chance pour ces élections et les campagnes que vous allez mener dans un environnement tout à fait particulier et je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Marlène, je te laisse la parole pour les questions. Merci Marie-Ange et merci Madame la Ministre. Je dois vous avouer que c'est un réel plaisir d'animer cet échange avec vous parce que votre combativité, votre énergie, l'énergie que vous portez à votre portefeuille se remarque même à l'étranger et vraiment, je suis ravie d'être là. Donc je vais vous poser la première question. Vous avez travaillé en Afrique et j'aimerais vous poser la question, quel est votre point de vue sur l'égalité homme-femme dans les pays en voie de développement ? Marlène, merci beaucoup pour vos mots et pour vos encouragements. Ça me touche beaucoup et moi aussi, je suis vraiment heureuse d'être avec vous. Écoutez, il y a quelque chose d'assez particulier sur le continent et je vais vous en dire un mot dans quelques instants, mais je vais parler de manière générale de la situation des femmes. Les femmes, c'est probablement la seule majorité au monde qui est traitée comme une minorité. Et c'est assez particulier parce que nous sommes 52% de la population au niveau mondial, mais où que nous naissions, à des degrés différents, bien sûr, hein, mais où que nous naissions, lorsque nous naissons femmes, nous savons que nous serons soumises à des violences sexistes et sexuelles avec plus ou moins d'intensité en fonction de là où nous nous trouvons. Et dans les pays en voie de développement, comme l'Afrique que vous mentionnez tout à l'heure, eh bien, je voudrais rappeler quand même que 70% des personnes qui vivent avec moins de $1 par jour sont souvent des femmes. 2/3 de ces personnes sont illettrées et dans certains pays, 50% des femmes sont victimes de violences. Quand je parle de violence, ça peut passer par les violences sexistes, par les violences physiques, ça peut passer par les mutilations sexuelles, ça peut passer par les mariages forcés. Et pourtant, les femmes contribuent à 50% de la production de la nourriture dans les pays africains et 2/3 du travail mondial est porté par des femmes, mais elles n'en gagnent à peine que 10% des revenus. Donc, c'est vous dire que cette situation est compliquée, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et ça, c'est vrai partout. C'est vrai partout. Et dans tous les domaines de la société, pourtant, on trouve des femmes. Je parlais tout à l'heure de la santé, mais on les retrouve aussi dans l'éducation, on les retrouve dans l'agriculture, on les retrouve dans la gouvernance, on les retrouve dans le monde économique, dans le monde politique, dans le monde social. Mais partout, les femmes sont discriminées. Et je crois que les choses évoluent. Je ne veux pas être complètement défaitiste parce que notre situation aujourd'hui est bien meilleure que celle de nos grands-mères, elle est meilleure que celle de nos mères, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui évoluent et j'ai juste envie de vous citer quelques exemples. Il y a beaucoup de femmes qui ont des postes tout à fait stratégiques en Afrique. Je pense à Joyce Banda au Malawi, je pense à Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, je pense à notre directrice générale de l'OMC qui était aussi ministre des Finances au Nigeria,
Ngozi Nkunjo et Wangari Maathai, qui est aussi prix Nobel du Kenya. Donc, je sais que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine ou partout dans le monde, la situation des femmes reste fragile, elle reste bousculée. On a vu pendant la crise sanitaire, certaines études disent que la situation des femmes, ou plutôt que nous avons perdu 25 ans dans l'avancée des droits des femmes du fait de la crise sanitaire, parce que beaucoup de jeunes filles ont été retirées de l'école, parce que beaucoup de femmes ont perdu leur job parce qu'elles portent les jobs les plus précaires, beaucoup ont été dans une situation de fragilité mentale importante, parce que oui, c'est bien de travailler à la maison, mais travailler à la maison tout en étant professeur pour soutenir les enfants dans l'éducation, tout en prenant en charge les tâches domestiques, etc., ça a été des périodes extrêmement difficiles et c'est pour ça que nous avons besoin de garder un regard tout à fait attentif sur cette question. Je vais vous refaire un autre parallèle. En même temps que l'Argentine donnait enfin, à la fin de l'année dernière, le droit à l'IVG aux femmes argentines, eh bien, en Europe, en Pologne, eh bien, ce droit-là reculait. Donc, vous voyez, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Et comme le disait Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que ces droits gagnés de haute lutte reculent. Et c'est pour ça que nous devons toutes et tous, je dis bien toutes et tous, parce que je crois beaucoup dans l'importance d'avoir des alliés hommes pour porter cette bataille, eh bien, il ne faut pas baisser les bras parce qu'il reste encore énormément de choses à faire. Et mesdames, parce que vous êtes nombreuses, je le sais, je veux saluer vos positions, je veux saluer votre combativité et je veux vous dire combien votre place est importante pour toutes les jeunes filles aujourd'hui qui doutent, parce que vous êtes des rôles modèles et que les rôles modèles sont importants en ce qu'ils montrent ce qu'il est possible de faire, en ce qu'ils montrent que c'est difficile, mais qu'on peut quand même y arriver. Et il ne faut pas céder et il faut continuer d'y croire et continuer d'avancer ensemble. Merci pour ce mot encourageant. J'ai une question très spécifique de Fatimata. Alors, de petites filles françaises sont toujours mutilées dans les pays d'origine des parents. Que peut faire votre ministère? Comment les élus consulaires peuvent aider? Donc, je pense que c'est pour vous et aussi pour Anne Jeunetet, je pense. Merci Fatoumata. Cette question est tout à fait essentielle et j'ai assisté en début d'année avec de nombreuses associations qui travaillent sur ce sujet. En France, parce que ça arrive encore en Europe, hein, ça arrive en France, ça arrive en Europe. Quand ça ne se passe pas en Europe, ça se passe en Afrique, ça se passe en Asie, enfin partout dans le monde. Ce sujet est un véritable fléau. Et moi, je crois beaucoup au travail collaboratif entre l'État et les associations, mais aussi, comme vous le mentionnez tout à l'heure, les élus consulaires. Il faut savoir que ces mutilations sont interdites en Europe et lorsque nous en avons connaissance, eh bien nous en saisissons, nous travaillons avec les associations pour accompagner ces jeunes filles, pour les soigner. Il faut savoir que au-delà de cette atteinte insupportable à la dignité humaine, à la dignité physique, à l'intégrité physique, il y a un impact tout à fait terrible psychologiquement, mentalement pour ces jeunes femmes. Et donc, il y a un travail médical qui est fait, médical pour la reconstruction physique de ces jeunes femmes, mais aussi l'accompagnement psychologique. Donc, chère Fatoumata, pour répondre à votre question, ce que vous pouvez faire, c'est déjà nous tenir informés. Je pense qu'ils sont un peu embêtés pour nous troller. Aucun souci, on vous entendait, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez éteint le micro. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est que, en tant qu'élu consulaire, que vous nous informiez, que vous nous alertiez. On ne peut malheureusement pas intervenir ou plutôt on ne peut intervenir que en France de manière volontariste avec nos lois, avec nos associations, avec les accompagnements que nous apportons. Mon ministère travaille là-dessus. C'est toujours très difficile de nous émisser dans les lois des autres pays. Mais je peux vous dire, par exemple, que dans le cadre de notre diplomatie féministe, nous avons énormément accompagné le docteur
Mukwege en RDC, qui est reconnu comme le docteur qui répare les femmes. Et c'est comme ça, justement, que nous apportons notre contribution à ce véritable fléau qui enlève aux femmes la possibilité d'être femmes complètement. Merci. Pardonnez-moi pour avoir interrompu et je suis désolée pour cette interférence, Madame la ministre, je suis vraiment navrée. Je voulais compléter votre propos qui est absolument passionnant pour dire que pour ce qui est des conseillers consulaires, je pense que c'est justement, alors je voulais le dire parce que j'ai été médecin scolaire, médecin en PMI précisément, et donc je m'occupais du dépistage des violences faites aux enfants sur des enfants en première année d'école maternelle. Et la première chose, c'est déjà d'être formé pour savoir repérer ces violences faites aux enfants, par exemple les mutilations. Et donc, je pense que le rôle des conseillers consulaires, déjà, ce serait peut-être, nous, au niveau, avec votre aide, Madame la Ministre, pouvoir peut-être leur apporter une formation pour leur expliquer comment on peut reconnaître ces violences faites aux enfants et comment ils pourraient ensuite les repérer dans leur communauté pour après peut-être faire un travail avec le service d'aide sociale de leur consulat, parce que je le sais bien, je l'ai vécu à la fois à l'hôpital, en service de pédiatrie et dans mes fonctions de médecin en première année de maternelle. Les familles sont extrêmement méfiantes. Oui. Il est extrêmement difficile de les approcher et dès qu'ils sentent qu'on a compris ce qu'il se passait, ils tournent les talons, ils font tout ce qu'ils peuvent pour échapper à notre vigilance. Donc il y a vraiment tout un travail, me semble-t-il, qu'on pourrait développer avec nos conseillers consulaires, qui doit être un travail d'ampleur, qu'on pourrait faire avec vous, Madame la Ministre, pour les former et les aider à approcher ces familles pour après voir comment on peut à la fois prévenir le phénomène et ensuite l'accompagner si, hélas, mutilation et violence contre les enfants il y a eu. Voilà ce que je voulais apporter comme complément de proposition. Je vous remercie et c'est extrêmement important ce que vous venez de mentionner là, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est il y a deux choses. La première, c'est la libération de la parole, parce que ce sont encore des sujets tabous dont les personnes n'osent pas se saisir. Et il est extrêmement important, lorsque les professionnels qui sont proches des enfants découvrent ce genre de choses, qu'ils puissent en parler pour que nous puissions protéger les enfants. Et avec Adrien Taquet, nous avons mis en place des systèmes de formation des personnels qui sont proches des enfants, comme vous venez de le mentionner là. Et je serais tout à fait ravie que nous puissions en discuter plus en amont, parce que ces enfants ne peuvent pas se protéger seuls. Le poids des traditions, le poids du silence, de la pression familiale fait qu'elles ne peuvent pas y arriver seules. Et c'est ensemble que nous devons combattre ce fléau. Et c'est pour cela que tous les professionnels de santé, tous les professionnels scolaires, toutes les associations qui travaillent avec nous sur ce sujet sont précieuses. En combinant la libération de la parole et la formation pour détecter ces dangers, eh bien, c'est comme ça que nous protégerons et que nous accompagnerons ces jeunes. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais vous poser la question suivante. Donc, comment la France est-elle engagée sur les problématiques d'égalité femmes-hommes et de diversité auprès des instances internationales? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser en France, à la fin du mois de juin, le Forum Génération Égalité, c'est parce que depuis 25 ans, depuis le Forum de Pékin, il n'y a pas eu de réunion internationale pour évoquer ces sujets. Or, on est bien conscient que cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une question qui doit se traiter au niveau international, parce que les problématiques où que nous allions sont exactement les mêmes. Les violences physiques, les violences intrafamiliales, les viols, le manque d'accès aux opportunités professionnelles, le travail précaire des femmes, où que vous alliez, ce sont les mêmes. Et l'idée de travailler ensemble, moi, pour vous donner une idée, voilà 9 mois maintenant que je suis aux responsabilités qui sont les miennes, j'ai parlé à tous mes homologues en Europe, j'ai parlé à des partenaires aux États-Unis, et je continue de le faire parce qu'il y a des bonnes pratiques partout, il y a des bonnes idées partout, et c'est, si vous voulez,
quand on voit que ces droits-là reculent, la seule manière de protéger les droits des femmes partout dans le monde, eh bien, c'est qu'il y ait des coalitions qui travaillent pour le progrès. Et à chaque fois qu'un pays régressera, eh bien, il faut que nous soyons plusieurs pour que nous portions la voie du progrès et cette voie de l'égalité partout où nous pouvons le faire. Et c'est en le faisant ensemble que nous pouvons être plus forts, si je puis dire. Donc, cette diplomatie féministe, elle ne s'arrête pas aux frontières de la France. Elle va partout par les mots. Vous savez, la France, du fait de notre positionnement de pays des droits de l'homme, eh bien, nous sommes écoutés, nous sommes entendus. Et donc, au-delà de la parole, il y a aussi l'accompagnement financier. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du docteur Mukwege, dont nous accompagnons le travail extraordinaire qui est fait sur le terrain, parce que vous savez que dans cette partie de l'Afrique, les femmes subissent des atrocités, elles servent d'armes de guerre, si je puis dire, et on ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter ça. Et moi, je reste convaincue quand je vois le volontarisme de tous ces pays européens, je suis convaincue que c'est ensemble que nous pourrons réussir à enrayer ce fléau et faire en sorte que partout où les femmes iront à l'avenir, elles se sentent en sécurité et respectées indépendamment de leur genre. Merci. Je vais vous poser la question suivante de Laurence. Quelles mesures européennes allez-vous prendre pour aider les femmes hommes battues? Le bouton d'urgence ou le bracelet anti-agression ne sont pas accessibles dans de nombreux pays. Ne faudrait-il pas un numéro d'urgence européen pour que ces femmes hommes puissent l'appeler? Les moyens pour les associations qui s'occupent des femmes hommes enfants battus sont dans certains pays très minimes. Que faire au niveau européen? Ça, c'est une excellente question et je vous avoue que ça fait partie des premiers sujets que nous avons abordés avec Amélia Lacrafi lorsque nous nous sommes rencontrés, parce que c'est vrai que nous avons mis beaucoup de dispositifs en place en France, et dès que nous commençons à réfléchir à la manière dont nous pouvons les mettre en place à l'extérieur de la France, on se trouve limité par les droits et la souveraineté des pays respectifs. Donc, c'est un sujet sur lequel nous pouvons, comme je vous le disais tout à l'heure, continuer de peser de par notre diplomatie. Et avec Jean-Yves Le Drian, nous nous y attachons. Nous avons signé il y a quelques jours une tribune en commun, parce que vous le savez, mardi dernier, nous célébrions les 10 ans de la Convention d'Istanbul, qui est la Convention pour protéger justement les droits des femmes. Mettre en place un numéro européen ou international, ce serait une très bonne idée, mais encore faudrait-il que tous les pays l'acceptent. Encore faudrait-il que dans tous les pays, nous puissions avoir les moyens de déployer et le droit de déployer des solutions qui sont en parallèle de ce qui est fait localement. Donc, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, nous y travaillons, nous cherchons des solutions, mais nous n'avons pas encore trouvé les solutions idéales. Et c'est pour cela que je serai tout à fait attentive et à votre écoute. Si vous avez détecté ou décelé de bonnes idées ou de bonnes pratiques qui sont concrètes et pratiques, parce que moi, vous le savez, enfin, voilà, je viens du monde de l'entreprise et moi, je suis quelqu'un de très pratique et de très pragmatique. Si vous avez des idées pratiques et pragmatiques que nous pouvons mettre en œuvre et qui peuvent aider ces femmes et ces hommes et ces enfants, n'oublions pas, parce que ces violences intrafamiliales touchent tout le monde, eh bien, je serais tout à fait ravie de vous écouter avec attention là-dessus et je suis prête à organiser des échanges avec vous, avec Amélia, pour que nous voyions comment nous pouvons aller plus en avant, tout en respectant la souveraineté de chaque pays, parce que vous savez combien tout cela est sensible. Oui, tout à fait. Donc, merci pour les questions sur le chat. Je continue, je prends la suivante. Donc, quelles actions ont été mises en place par la France dans le cadre de cette crise pour soutenir les femmes FDE qui font face à des situations de violence conjugale? Alors, énormément de choses. Vous savez, en fait, je vous parlais tout à l'heure des 46 mesures du Grenelle. Quand vous êtes victime de violence, la première chose dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui vous écoute. Parce que beaucoup de personnes qui sont victimes de violence n'osent pas encore aller déposer plainte.
les plaintes, avec toutes les mesures qui ont été mises en place et le travail par l'État et le travail fait par les associations, l'année dernière, on a vu les plaintes augmenter de 9,5%. Ça veut dire que les mentalités évoluent. Mais moi, je rencontre encore beaucoup de personnes victimes de violences intrafamiliales qui n'osent pas en parler parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ne veulent pas déstabiliser ou casser le noyau familial, parce qu'elles culpabilisent par rapport à leurs enfants. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre en place le système d'écoute. Et c'est pour ça que nous sommes en train, non seulement nous avons sensiblement accompagné le 3919, qui est une ligne nationale qui écoute, accompagne, conseille les victimes de violences intrafamiliales. Nous sommes en train de faire en sorte que cette ligne soit accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'elle soit accessible aux personnes, aux couples gays, qu'elle soit accessible aux personnes en situation de handicap, les personnes aphasiques, les personnes malentendantes, etc., etc. Donc ça, l'écoute et l'accompagnement, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une fois que les personnes ont eu le courage de partir, il faut qu'elles puissent trouver une place d'hébergement. On a aussi et donc on a augmenté de 60%, depuis 2017, on a augmenté de 60% le nombre de places d'hébergement pour accueillir ces personnes victimes de violences intrafamiliales. L'autre chose que nous avons faite, et elle est aussi importante, c'est de donner la possibilité aux femmes qui n'osent pas aller déposer plainte dans les commissariats ou dans les gendarmeries, et ben de pouvoir le faire quand elles vont à l'hôpital pour se faire soigner. Et Olivier Véran a investi 5 millions d'euros pour que dans les hôpitaux, eh bien, il y ait des structures pour accueillir les victimes. Et ce sont les procureurs, ce sont les policiers et les gendarmes qui vont vers les victimes, ce sont les référents sociaux qui vont vers les victimes. On a formé plus de 77 000 policiers et gendarmes à la prise de plainte de ces victimes, parce qu'on ne prend pas une plainte d'une violence conjugale comme on prend une plainte de vol de vélo, c'est pas vrai. Donc il fallait former ces policiers et ces gendarmes. On a formé les magistrats aussi parce qu'on a voulu démultiplier le nombre d'ordonnances de protection. On a mis en place dans les centres commerciaux des systèmes d'accueil temporaires, parce que quand vous étiez confiné avec votre agresseur, vous ne pouviez pas toujours téléphoner, vous ne pouviez pas toujours aller sur arrêtonslesviolences.gouv.fr, vous ne pouviez pas appeler le 3919 ou le 114. Et dans ce cas-là, il fallait que, si vous pouviez aller faire vos courses, eh bien, pendant que vous faites vos courses, vous faites un petit saut dans un endroit très discret où vous puissiez trouver des aides. On a créé des partenariats avec des pharmacies. Si vous ne pouvez pas aller faire vos courses, si vous ne pouvez pas aller dans un commissariat, eh bien, vous pouvez aller dans une pharmacie et dire à votre pharmacien que vous avez besoin d'aide, et lui prévient les forces de l'ordre. Donc, voilà tous les systèmes qui ont été mis en place pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'isolement. Ce qui était important, c'est que les personnes victimes ne se sentent pas isolées et que l'État continue de les accompagner et que les associations continuent de les accompagner. Voilà toutes les mesures qui ont été mises en œuvre. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont les premières qui me viennent à l'esprit. Merci beaucoup. Je vais maintenant prendre la question d'Isabelle, qui est administrative d'un groupe sur les réseaux sociaux qui compte à l'heure actuelle 870 femmes. Le numéro de France Victimes n'est toujours pas visible sur les sites des consulats. Les femmes viennent directement sur les groupes d'expats. Elles ne savent pas quoi faire. Ça, c'est une excellente question. Vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été pendant longtemps moi-même expatriée, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Et il m'arrivait de rencontrer des femmes, pour la majorité, des femmes qui avaient accompagné leur mari dans une expatriation, et dont les relations familiales de couple s'étaient dégradées et qui étaient profondément malheureuses parce qu'elles se sentaient seules, parce qu'elles se sentaient isolées et qu'elles avaient honte d'en parler, parce que vous savez ce que c'est, hein, quand vous vivez à l'étranger, c'est comme si vous viviez en vase clos, tout le monde connaît tout le monde, on n'ose pas parler de ces problématiques, et donc c'est important qu'il y ait une ligne d'accueil. Et je ne savais pas que sur tous les sites consulaires, les lignes, l'accès à France Victimes n'était pas possible. Donc, je prends ce point-là et je vais en discuter avec Jean-Yves Le Drian, et nous allons regarder ce que nous pouvons faire pour que ces moyens soient accessibles partout
et à tout le monde parce que c'est tout à fait indispensable. Il faut absolument protéger les personnes qui sont victimes et tous les moyens sont bons pour cela. Internet en est un. Je vous parlais tout à l'heure d'arrêtonslesviolences.gouv.fr. C'est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 via Internet. Et il faut que sur tous les sites consulaires, on puisse retrouver ces solutions-là. Et je vais m'en saisir avec Jean-Yves Le Drian. Anne, tu souhaitais ajouter quelque chose? Permettez-moi juste une chose. J'ai vu un message qui est tombé là rapidement. Je crois que c'est Isabelle Tinet qui disait qu'un mail a été envoyé à Owen Chartier. Est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de me renvoyer parce que Owen a quitté notre cabinet il y a plusieurs mois. Donc, n'hésitez pas à nous le renvoyer au petit Monaco. Je serais ravie d'en prendre connaissance. Est-ce que, je ne sais pas si vous m'entendez, j'avais un petit souci de micro. Vous m'entendez? Oui. Oui. Madame la ministre, là, je voulais donc justement porter à votre attention Isabelle Tinet, je la connais très bien. C'est une Française qui est une ancienne de Singapour, comme moi, et qui, à son retour en France, alors qu'elle s'est retrouvée, pardonnez-moi Isabelle de juste parler de ça, elle-même avec ses enfants, en situation de femmes séparées, a monté ce groupe Facebook au départ de femmes qui se retrouvaient seules et séparées. Et elle a eu, ce qu'elle disait tout à l'heure, 870 personnes déjà sur son groupe Facebook. Elle fait un travail remarquable, Isabelle, et elle a mis le doigt sur la situation extrêmement difficile de ces femmes qui vivent à l'étranger, en famille, oui, et qui, la vie étant parfois pleine de surprises désagréables aussi, oui, ont une rupture dans la vie de couple notamment, et se retrouvent seules. Elle fait vraiment un travail remarquable, donc j'espère que vous aurez l'occasion de la rencontrer. Vraiment, Isabelle est une femme qui a fait vraiment quelque chose de formidable pour ces femmes en situation extrêmement difficile et qui sont à l'étranger. Isabelle, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous êtes à Paris, je crois comprendre que vous êtes maintenant en France, je serais tout à fait ravie de vous rencontrer pour que nous puissions échanger ensemble sur l'expérience que vous avez vécue et ce groupe que vous avez constitué et voir potentiellement comment nous pouvons travailler ensemble. Je serais ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe qui a organisé cet événement. Ils ont toutes nos coordonnées et je serais ravie de vous recevoir au ministère pour que nous puissions échanger. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a une autre question, une dernière question. Alors, attendez. Je crois que vous avez une question de Laetitia un petit peu plus haut, à regarder. Pardon. N'hésitez pas, pendant qu'on cherche la dernière question, Madame la Ministre, si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas. Non, non, je patiente, il n'y a aucun souci. Peut-être juste en profiter pour vous dire, moi, j'entendais tout à l'heure qu'il y avait énormément de femmes qui se sont jointes à cet échange. J'espère qu'il y a aussi beaucoup d'hommes. Je veux revenir un tout petit instant sur l'importance de chacune et de chacun dans ce combat, parce que vous savez, les personnes qui pensent que ce sujet est une question de lutte des sexes se sont complètement trompés. Et je vois qu'il y a des hommes parfaitement engagés sur cette question d'égalité entre les femmes et les hommes. Messieurs, dites-le haut et fort, parce que vous ne pouvez imaginer combien votre voix est précieuse sur ces sujets. Il ne faut pas laisser dire que tous les hommes sont les mêmes, etc. Ce sont de faux débats. Moi, j'ai des alliés masculins qui sont exceptionnels dans ces combats. Et de la même manière, mesdames, n'ayez pas peur de prendre la parole parce que ces sujets-là concernent toutes les femmes. Il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait autour de vous, une femme qui a besoin d'aide, qui a besoin d'accompagnement. Et parfois, un simple mot peut faire toute la différence. Nous avons vu ces dernières semaines des féminicides tout à fait atroces qui, pour certains, auraient pu être évités s'il y avait eu
davantage d'écoute collective, parce que moi, je suis intimement convaincue que cette question de protection des violences, eh bien, c'est toute la société qui doit s'en emparer si nous voulons pouvoir l'éradiquer au niveau le plus large qui soit. Donc, c'est un appel que je vous lance pour vous dire que nous avons toutes et tous quelque chose à faire pour faire en sorte que cette égalité entre les femmes et les hommes devienne réelle et concrète. Merci, Madame la Ministre. J'aurais passer la parole à Franck, qui a un témoignage à apporter. Et juste avant, vous rapportez cette remarque qui a été faite dans le chat par une des participantes pour souligner, nous avons évoqué, Madame la Ministre, tout à l'heure, le projet de pouvoir peut-être former nos conseillers des Français à l'étranger au repérage de ces situations de violence faites aux enfants, mais pourquoi pas également faites aux femmes d'ailleurs. Et du coup, la remarque qui a été faite par la personne, Léa ou Laetitia, je ne sais plus, qui était de dire, mais finalement, elle s'est retrouvée dans une situation au cours de laquelle les agents du consulat n'étaient pas forcément formés. Et on peut l'imaginer. Un agent consulaire ne part pas forcément à l'étranger en poste pour se trouver confronté à cela. Donc, Madame la Ministre, je voulais vous demander si vous pensez comment pourrait-on peut-être imaginer également une formation. Il y a une formation consulaire qui existe, qui est faite à Nantes pour nos agents qui partent en poste à l'étranger tous les ans. C'est même plusieurs fois par an, ça a lieu. Est-ce que vous pourriez peut-être envisager avec M. Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, voir comment on pourrait inclure peut-être un module, à moins que ça existe déjà, je ne sais pas, pour permettre à nos agents de se former. Puis je voudrais donc, je vais vous laisser parler, puis peut-être après passer la parole à Franck. Ah, mais moi, je trouve que votre idée est absolument magistrale. Je ne sais pas, pour être sincère avec vous, je ne sais pas si cette formation fait partie des agents consulaires, mais c'est évidemment une très, très bonne idée. Je vais vérifier déjà si ça existe déjà, parce que peut-être que j'aurai la surprise de le découvrir. Et si ça n'existe pas, nous avons énormément d'associations remarquables qui pourront faire cette sensibilisation auprès de ce personnel et ça ne pourra qu'être utile à tout le monde. Donc, c'est une autre idée que je saisis au bon. Merci beaucoup. Franck, pour un témoignage sur l'Inde. Absolument, un témoignage assez fascinant sur l'Inde. Alors, j'en suis pas à l'origine, c'est une cellule. Il y a en Inde, à l'ambassade, une cellule de bénévoles qu'on appelle une cellule d'aide aux victimes. Et donc, cette cellule est ouverte à toutes les personnes qui peuvent avoir un problème. Donc, généralement, ce sont les Français ou les Françaises, hein, essentiellement. Donc, un accueil téléphonique. Hein, vous parliez d'écoute tout à l'heure, que l'écoute était très, très importante. Donc, nos bénévoles, qui se sentent parfois un peu seuls, mais en tout cas reçoivent ces appels téléphoniques. Généralement, ils sont formés, ils ont eu dans une vie précédente une expérience d'assistance sociale ou une expérience, par exemple, au sein de la gendarmerie, d'aide particulièrement prise en charge de victimes de viols ou ce genre de choses. Écoutez, c'est une cellule qui marche incroyablement bien. Elle a fait l'objet de pas mal d'articles dans le Petit Journal, des choses comme ça. Les gens qui l'utilisent, évidemment, sont dans des situations dramatiques et tragiques parfois, mais en sortent à chaque fois réconfortés. Réconfortés par l'écoute, aussi par les conseils qu'on peut donner. Hein, par exemple, vous citiez le numéro de téléphone tout à l'heure, qui n'était peut-être pas obligatoirement sur tous les sites des consulats pour venir en aide à ces personnes. C'est aussi quelque chose que notre cellule fait en Inde, à Delhi. Et c'est une anecdote assez, j'allais dire assez amusante, mais ce n'est pas du tout le terme. Hein. Vous parliez, par exemple, des hommes qui peuvent être aussi victimes de violences familiales ou de violences conjugales. Et bien, dans notre cellule, figurez-vous qu'on en a aussi. Dans nos expatriés français d'Inde, il y a aussi des hommes qui appellent et qui sont en détresse, victimes de violences familiales ou conjugales. Je voulais juste parler de cette expérience qui, à mon avis, peut être assez facilement duplicable, pourquoi pas dans le monde entier. Monsieur Barthélémy, je vous remercie infiniment. Comme je vous disais tout à l'heure, les bonnes pratiques sont partout. Et cet exemple de l'Inde en est véritablement un. Si vous voulez nous partager là aussi quelques éléments pour voir comment nous pouvons le déployer plus largement, cela nous serait fort utile. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci aux questions aux intervenants.
Pour conclure cette table ronde, je pense qu'on peut vraiment se concentrer sur le fait qu'il y a une communauté qui existe et qui peut également être utile dans ce genre de situation de détresse, et que toute notre action, quel que soit notre fuseau horaire, pour faire connaître le rôle des élus consulaires et de tout le système, le réseau d'entraide, ne peut que aider. Je vous remercie toutes et tous, et merci beaucoup Madame la Ministre, et je repasse la parole à Anne Genetet. Merci beaucoup.